Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous fêtons notre 11e rentrée, comme tous les élèves sages. Bonjour Frédéric Andreu. Bonjour Anne. Vous avez, chers amis de TV Liberté, déjà entendu Frédéric Andreu pour un joli livre qui s'appelait « Les brumes de Groningue ». Voulez-vous nous rappeler ce livre? C'est toujours, vous vous en souvenez peut-être, Frédéric Andreu est un grand voyageur à bicyclette, ce qui lui donne évidemment une connaissance de la terre et du ciel. La terre puisqu'il roule dessus et le ciel parce qu'il est sous le ciel. C'est une connaissance absolument merveilleuse. Alors, vos brumes de Groningue. Oui, alors les brumes de Groningue était un récit de voyage effectué Déjà. aux Pays-Bas, oui, entre la France et les Pays-Bas, à la faveur du confinement sanitaire de 2020. Donc j'ai fui la France pour pouvoir... C'est-à-dire que tout le monde était confiné sauf vous. Voilà, moi j'ai passé la frontière le jour même du confinement et pour me réfugier dans une ferme aux Pays-Bas. C'est ça, voilà. Et puis, vous nous offrez ce matin ces impossibles retours de voyage, le Grand Est autrement, et vous faites un jeu de mots à l'intérieur du livre qui s'appelle le Grand Est, ce qui est très amusant. Alors, l'Est, vous y habitez en quelque sorte, puisque vous restaurez une maison en Alsace. Qu'est-ce qui vous a conduit, enfin, vous étiez déjà jeune homme en Allemagne. C'est cela. Donc, vous étiez déjà bien à l'Est. Qu'est-ce qui vous a suggéré d'aller vous installer, après une vie professionnelle en Allemagne, en Alsace? Eh bien, il s'agissait de découvrir l'Alsace, ou je dirais plutôt les Alsaces, Oui. donc les petits pays d'Alsace, d'une manière un peu atypique, donc à la faveur de randonnée à bicyclette. Donc l'Alsace par les chemins, par les sentiers. Oui. Et découvrir donc les villages, les diversités intérieures à l'Alsace. Et ce voyage donc est sous-titré Le Grand Est autrement, puisqu'il s'agit de la région Grand Est de la France, mais aussi du Grand Est de l'Europe, qu'est la Russie. Donc Oui. il y a deux voyages. Mais ma première question, c'était qu'est-ce qui vous a fait choisir ce petit village alsacien pour y acheter une petite maison? Oui. Plus exactement, je vis dans les Vosges, côté Lorrain. Oui. Voilà. Oui, mais disons que l'Est de la France... j'ai de la famille alsacienne, donc je me suis rendu plusieurs fois Oui. en Alsace. Et puis, Vous êtes chez vous. Voilà, je me sens à la maison, on va dire. Zu Hause en allemand. Très joli, très joli. Alors, vous avez un second amour après la bicyclette. Vous avez le second amour qui est la poésie. Et j'avoue que vous êtes un artiste dans le genre. Vous avez un don, indiscutablement. Vous écrivez la poésie, ma belle riveraine, ma déesse des mots, ma souveraine. Et vous avez une définition de l'écriture qui est absolument inouïe, parce que je suis quand même au bout de 40 ans de lecture et de découverte des écrivains. J'ai approché de très près ce mystère de l'écriture. Et vous écrivez « L'écriture est un autre nom pour la lecture de ce qui s'écrit en nous ». Et cette phrase est assez étonnante parce qu'elle dit plusieurs choses. Lesquelles, Frédéric? L'écriture est oui. un autre nom pour la lecture de ce qui s'écrit en nous. Je pense que il serait presque un synonyme de dire que j'ai une écriture sismographique. Le sismographe enregistre les mouvements telluriques. Oui. Et avec mon écriture, j'essaye d'enregistrer, d'être sensible aux mouvements oniriques. Voilà. Et à ce qui se passe en vous. Ce qui se passe en moi, d'ailleurs j'ai des petits rites propitiatoires à l'écriture pour faire accoucher ces textes et évidemment souvent des souvenirs de voyage. Non, et ça veut aussi dire, enfin, moi je l'ai lu, parce que vous savez qu'une phrase est enregistrée
souvent différemment de celui qui l'écrit et celui qui le lit. La lecture de ce qui s'écrit en nous. En réalité, quand je lis votre livre, qui est plein de poésie, qui est plein d'amour des nuages, d'amour de la pluie, d'amour des chemins creux, c'est pour ça que j'ai choisi cette illustration, on s'y reconnaît soi-même. Pourquoi aime-t-on un livre? Vous le savez bien, c'est parce qu'on y retrouve un écho de soi-même. Oui, tout à fait. Je pense que plus une écriture est personnelle, plus elle devient transpersonnelle. Oui. Et chacun peut trouver une facette de sa propre réalité. Alors donc, évidemment, il s'agit de ne jamais rentrer dans des formes vieillies ou je dirais des écritures préfabriquées. Il s'agit toujours même si parfois la formule ou les mots qui viennent paraissent un peu inappropriés, il faut toujours préférer ce qui vient en nous à ce que la bienséance aimerait que nous écrivions. Alors, ce qui est amusant, c'est votre goût de la métaphore, votre goût de l'image. Il nous reste à exposer le blason héraldique, autrement dit la poésie, lorsque celle-ci se fait la porte de l'âme. C'est fabuleux, ça. Alors, vous dites d'ailleurs que vous en profitez pour dire que dans notre République française, il n'y a plus de blason. Ah ben, une introspection historique que j'ai appliquée à l'Alsace et à d'autres régions m'a montré que effectivement ceux qui ont planté le drapeau tricolore à la façade des mairies sont les mêmes qui ont détruit les blasons des régions et des Or, pourvu, le villages. Blason a une signification. Ah bien, disons que le blason parle à l'âme. Déjà, quand on est face à un blason, on ne comprend pas immédiatement. Il s'agit d'une héraldique. Oui. Et pour moi, les paysages, qu'est-ce que c'est, une les héraldique ? Alors, les rencontres, les paysages peuvent être des héraldiques. Alors, pour expliquer cela, je fais référence souvent à notre cher écrivain Luc Olivier d'Algange, oui, qui est notre héraldique. Bien connu de nos auditeurs. Notre héraldiste en chef. Oui. Et je m'inscris dans une tradition, on va dire, qui peut aller de Ernst Junger à Luc Olivier d'Algange, en passant par notamment Dominique de Roux, oui, qui sont quelque part des héraldistes. C'est-à-dire que on ne fait pas, on essaye d'aller au-delà de la simple description ou de la simple historicité des lieux, mais on essaye de trouver les clés qui teintent entre le visible, l'expérience visible et palpable, et l'invisible. Voilà. Donc à partir de là, nous devons pratiquer une sorte de lâcher prise et de retrait pour accéder à cette souveraineté de l'invisible. Alors, vous avez une autre expression aussi pour parler de la liberté du voyage. Vous parlez de la liberté de l'aigle souverain. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup cette image de l'aigle qui est notre, dans un monde où la planification, accélère de plus en plus son processus. Luc Olivier d'Algange nous apprend qu'on ne peut pas être à la fois un homme de planification et un homme de réminiscence. Et ce qui me semble être le plus propre de la réminiscence, c'est la liberté souveraine de l'aigle. C'est très important. La planification efface le passé. La planification est un dispositif, un système qui est dans la technique, dans l'essence de la technique. Ouais. Et Luc Olivier d'Algange a bien raison d'opposer de manière dialectique et radicale l'homme de la planification et l'homme de la réminiscence. C'est un des axes essentiels de sa pensée et je m'inscris totalement dans cet axe. Oui, vous êtes... D'où, si je puis me permettre, d'où l'intérêt de pratiquer la marche ou la bicyclette, puisque la bicyclette permet justement d'échapper à la planification de l'asphalte et du monde préprogrammé par le système routier. Donc on peut prendre
un sentier, une sente qui monte dans les montagnes. On peut s'arrêter sur un banc. Donc la bicyclette permet, plus ou moins, d'échapper à la planification, à la planification de l'espace. Il vous cite il manque à notre temps tyranniquement nihiliste un archaïsme, quelque chose de très ancien, comme la crypte d'une religion primitive et qui pourrait faire contrepoids au dernier modèle de smartphone. Le voyage comme une Antille, un échappement à la technique, en fait. Oui, c'est pour échapper à la planification sous toutes ses formes. Pas seulement la planification de l'espace, mais aussi du temps. Puisque sur une bicyclette, nous sommes sur un autre temps. On prend le temps et on est dans le tropisme du nomade. On échappe aussi à la sédentarisation grâce à ces voyages. Et on rentre dans le tropisme du nomade, de celui qui est plus soumis aux mêmes lois et au même espace et au même temps que le sédentaire. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que dans ces voyages, dans ce récit de voyage, donc vers l'Est, donc vers l'Alsace dans un premier temps, et après, au-delà de l'Alsace, la Russie, que vous avez parcouru à bicyclette, ce qui est quand même un exploit. J'ai envie de dire c'est très à la mode maintenant, mais vous avez fait ça il y a 20 ans. Alors, ce sont des voyages qui sont en train de se banaliser, effectivement. Oui. Puisque dans la société, on sent bien que, justement, les espaces de liberté se rétrécissent. Donc, la société cherche... excusez-moi. Les jeunes partent. Cherchent des chemins de traverse. Oui. Donc, le vélo, le voyage à bicyclette devient populaire. Et le voyage à pied. Il y a eu un livre très célèbre de Sylvain Tesson qui a traversé la France par les petits chemins noirs. C'est ça. Et c'était très... Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous nous donnez des sensations, vous nous donnez des impressions. Vous nous parlez des nuages, vous parlez des gouttes d'eau qui tombent, de la pluie, mais il y a très peu de détails concrets. J'ai repéré qu'à un moment donné, vous plantez votre tente. Vous plantez votre tente, c'est une jolie définition que je vais retrouver. Voilà. Vous plantez votre tente au milieu des dunes. Et alors, vous décrivez les dunes qui sont toutes en rondeur. Un tableau de plus dans le musée de ma mémoire. Oui, en effet. Et cette phrase est tellement photographiée qu'on l'imprime nous-mêmes dans notre cervelle. Je loue votre perspicacité, chère Anne. Vous avez... Notez le mot musée, et nous n'oublions pas que le musée, c'est d'abord le temple des muses, les 9 muses. Oui. Donc, ce qui inspire le poète. On oublie souvent l'étymologie des mots. Et quand on dit qu'on s'échappe, quand vous vous échappez avec la poésie, vous écrivez « La poésie donne pouvoir sur rien, mais souveraineté sur tout ». Oui, c'est intéressant cette différence entre le pouvoir et la souveraineté. Alors, il y a en effet des gens aujourd'hui qui ont le pouvoir, mais aucune souveraineté. Ah oui, et là on est bien placé aujourd'hui pour se rendre compte qu'un pays peut imposer des choses un gouvernement peut imposer des choses à son peuple, et au nom du pouvoir, mais pas du tout au nom de la souveraineté. Et donc il y a même une opposition entre les deux. Donc ça, je dois dire que je m'inscris totalement dans je m'inscris à la suite de Ernst Junger, qui a développé cette dialectique tout au long du XXe siècle, où très jeune Ernst Junger était un Nietzschéen, donc à la recherche de la volonté de pouvoir, la volonté de puissance. Et à un moment donné, il a compris que
vouloir lutter contre... C'est-à-dire qu'il a connu la guerre. Voilà, il a connu la Qui lui a pris son fils. Il a connu la Première Guerre mondiale, il a été blessé de nombreuses fois, et la seconde lui a pris son fils, Oui. Ernst L. Junger. Donc il a bien compris que la recherche du pouvoir par la technique était une illusion totale, et qu'en réalité, vers la fin de sa vie, vers la deuxième partie de sa vie, à partir des falaises de marbre, Oui. son maître livre, en fait, il y a un basculement qui se produit, j'allais dire une conversion, et il est dans une recherche de souveraineté intérieure, et non plus de puissance extérieure par la technique. J'ai noté, vous avez en fait un ermitage au buisson blanc, C'est ça. comme Junger. Exactement. Parce que c'est une expression de Junger, l'ermitage au buisson blanc. Et cette... alors, ce don de l'observation, ce don de ce bonheur à être dans la nature, est-ce que vous ne l'auriez pas pris, contracté, lors de vos promenades avec votre père chasseur? Ah, je n'avais pas pensé à cela, mais effectivement, je pense que l'acuité visuelle que nécessite une promenade dans les forêts, dans les prés, observer les animaux. Oui. Je me souviens d'ailleurs de ma première sortie, j'avais 6 ou 7 ans, donc avec mon cher père, donc nous arrêtions, et puis il me disait, regarde, entre les deux buissons, il y a un lapin. Est-ce que tu vois les oreilles du lapin dépasser des buissons? Et cette école d'observation, évidemment, a fait florès en moi. Oui, 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 oui. Alors, l'Alsace, pour vous, c'est cet merveilleux pays de colombage. Tout à fait. Et pouvez-vous nous parler de cette Alsace que vous aimez tant? Alors je dirais toujours les Alsaces. Les Alsaces, voilà. oui. Les Alsaces plutôt que l'Alsace. Et je dirais que oui, c'est une terre qui est riche, très riche en histoire. J'essaye, moi, de retrouver à travers mes voyages l'histoire de l'Alsace, même l'histoire industrielle, par exemple, de l'Alsace, en visitant telle friche industrielle ou telle usine désaffectée. Et j'ai rencontré le comte d'Andelot, qui est le souverain, on peut dire, symbolique de l'Alsace. Et lorsque j'ai rencontré monsieur le comte, il m'a dit l'Alsace existait avant la France et l'Allemagne. Et on peut l'appeler la Lotharingie. Donc, en fait, qui est cet homme? Le comte d'Andelot, c'est un comte. C'est le comte qui a un château, qui répare un château. Dont la famille est très très ancienne. Sa famille remonte à la nuit des temps et à la Lotharingie. Ah oui. Et à cette époque de la Lotharingie, il n'y avait ni vraiment de France ni d'Allemagne. Donc l'Alsace existait déjà. Ah oui. En tant que comté. Oui. Ça, c'est joli comme histoire, oui. Et alors, ce que je trouve étonnant, c'est que finalement, l'Alsace et ses colombages n'a pas été si détruite que ça. Elle n'a pas été détruite comme la Normandie, voilà. ou des régions qui ont été bombardées, voilà. Mais elle a quand même été annexée de plusieurs fois. Oui, annexée. Oui. Mais vous savez, les occupations passent. Oui. Mais les poutres demeurent, les colombages demeurent. Vous voyez. Alors que malheureusement, la pauvre Normandie, il y a les maisons à colombage, parce que c'est aussi une région à colombage, beaucoup de disparus. C'est quand même une région qui a subi des déchirements entre justement la France et l'Allemagne. Oui, bien sûr. Mais toute l'élite alsacienne, en 1870, est partie. Et les élites industrielles notamment, ont quitté l'Alsace en fuyant l'arrivée de l'Allemagne. Et donc c'est une terre de rencontres pacifique, mais aussi guerrière en fait, entre les deux entités françaises et allemandes. Ouais. Alors voilà voilà ce passage, rien ne vous arrête et vous pénétrez dans une usine désaffectée.
remplie de machines-outils recouvertes de rouille, au sol jonché de débris de verre. Cette usine m'a paru alors comme un titan éteint, dont les mythologies mortes circulaient devant moi en spectre gris. Revoyant alors défiler ces siècles de l'histoire, où triompha l'industrie carnassière dans la trame de mon rêve éveillé, je compris que la caste industrielle n'était parvenue au pouvoir qu'en remplaçant la tour du château par la haute cheminée d'usine cracheuse de désolation. J'ignorais encore que le remplacisme allait figurer en marqueur de la modernité. Il allait entrer comme une clé dans bien d'autres questions métaphysiques. À quoi rime ce remplacement du monde par son double mécanique ? Mènerait-il une guerre secrète contre l'humanité, réduite au rôle d'assistant des forces titanesques ? Alors là, c'est très amusant parce que vous partez en live, comme on dit en anglais, et cette usine vous inspire beaucoup de choses. Oui, effectivement, ça fait partie des surprises du voyage à bicyclette. On peut rentrer soudain dans un complexe industriel désaffecté, faire il y a des gens qui éviteraient. Oui, mais il y a aussi des gens qui le font volontairement. Ça s'appelle l'urbex. L'urbex, c'est donc une mode qui consiste à visiter. C'est une mode qui vient des États-Unis, qui consiste à visiter des lieux désaffectés. Et il est vrai qu'en visitant cette usine, ces hangars à demi détruits, ces tours, ces cheminées industrielles, j'y ai vu comme une sorte de parodie du château, du château médiéval. Et n'oublions pas que nous sommes dans un monde de parodie. Et finalement, il y a déjà bien longtemps que les forces vives de la tradition ont été parodiées. Je crois que c'est René Guénon qui dit que la modernité, la marque de la modernité, c'est la grande parodie. Donc, effectivement, l'usine avec sa tour cracheuse de fumée est un peu un double parodique, un double mécanique, si vous voulez, du château fort. Mais il y a de nombreux châteaux forts suspendus au sommet des collines en Alsace, et cette vision est guérisseuse. Oui. Beaucoup de châteaux. Tout à fait. C'est sûr, notamment dans la région de Colmar. Exactement. Il y a ce grand château d'un seigneur allemand qui a été restauré et qui est superbe. Mais vous ne présentez pas que des usines désaffectées. Vous parlez aussi des chemins d'eau, des canaux, des rivières, de la pluie. Vous êtes très attiré par l'eau. Oui, je fais provende de tout ce que il m'est amené de visiter, de voir, d'explorer, des rencontres aussi que je peux faire. Et c'est vrai que une des manières très agréables de découvrir les paysages, les régions, c'est en suivant les chemins de halage. Oui. Et donc on découvre l'histoire au fil de l'eau, c'est le cas de le dire. Vous dites que le chemin de halage a un charme extraordinaire. Absolument. Et il a une vertu calmante. Oui. L'eau a une vertu calmante. Et on peut en même temps pratiquer le bivouac sur les rives. Ah oui, racontez-nous du cela, canal. oui, racontez-nous. Tout simplement, les canaux et les rives des rivières, des cours d'eau, sont généralement ouverts au bivouac par la loi. Donc, on peut donc ne pas trop se soucier du lieu où on va dormir, et on peut ouvrir sa tente au bord d'un canal, d'une rivière, au bord du Rhin, si ça peut arriver. Parce que c'est quand même un souci, le lieu où l'on va dormir. Bien sûr. Et on n'est pas toujours accepté. Vous citez des lieux où vous n'avez pas été accepté. Oui. Mais vous avez quand même une diplomatie jolie pour vous faire accepter, vous, notamment dans le Nord, dont j'ai lu les récits. Vous dites que vous demandez l'hospitalité, mais vous proposez en échange une aide aux
aux gens. Et ça, c'est assez extraordinaire. Vous aidez les gens à rentrer les foins, à faire... Effectivement, cela peut arriver. Disons que nous arrivons comme un nomade, comme un passager. Et vous aidez le sédentaire. Et le sédentaire est en cours d'une action, en train de réaliser une séquence de vie sédentaire. Il peut m'arriver de donner un coup de main, effectivement. Voilà. Et ça, c'est une... C'est ça. C'est une importante... Alors, vous êtes allé plus au-delà de l'Alsace, vous êtes allé en Russie. Et vous avez eu d'ailleurs des rencontres étonnantes avec des ours ou des loups, je ne sais plus. Je me souviens que c'était juste. Disons que effectivement, alors nous, je dis nous parce que nous étions deux amis. Oui. Et nous avons effectivement traversé des régions assez dangereuses, des usines interlopes et également des forêts remplies d'ours. Et voilà. Alors donc, nous aurions pu faire de mauvaises rencontres, mais puisque je suis là en face de vous, c'est que je n'ai pas rencontré d'ours. Alors cette Russie, vous la décrivez de façon fort émouvante. Alors c'est un voyage que vous avez fait il y a quand même très très longtemps. Il y a une douzaine d'années. Une douzaine d'années, oui. Je crois pouvoir dire que ça a pas mal changé. Ça a pas mal évolué. Mais vous avez des propos très intéressants. Alors, vous parlez à Blaise Cendrars, qui a fait un livre que je n'ai pas lu. Pouvez-vous nous parler de ce livre, Le Transsibérien ? Il s'agit plus exactement d'une chanson célèbre qu'il a baptisée La prose du Transsibérien. Une célèbre chanson poétique qui a marqué son temps et qui a probablement généré aussi une nouvelle ère esthétique, on va dire, puisque se rendant à Moscou pendant la révolution bolchevique, sans qu'il ne s'en rende vraiment compte d'ailleurs, donc depuis Moscou, il envoyait ses vers, ses récits, à son amie Sonia Delaunay, l'épouse de Robert Delaunay, et qui était russe, qui était ukrainienne russe, oui. Et cette artiste a réalisé une décoration tout à fait spectaculaire de la prose du Transsibérien. D'accord. Voilà. Et on a retrouvé quelques exemplaires de cette œuvre. Et si on tape prose du Transsibérien, on trouve le texte. On trouve le texte et on trouve de nombreuses interprétations, puisque de nombreux chanteurs l'ont interprété. Alors, vous parlez donc à Cendrars. Un siècle après ta joyeuse prose du Transsibérien, si débordante de créativité, quand tu vendais des bijoux à la sauvette dans Moscou avec ta petite Jeanne de France, et que tu prenais, ou ne pris point, le train pour faire le tour du monde. Depuis un siècle, les idées politiques ont tout rouillé. Il y a eu 2 guerres mondiales génocidaires et une 3e, pas encore déclarée, qui continue sous le faux nom de globalisation. Toutes ces idées, on dirait des épaves. Seul l'or de la foi est imputrescible. Les villes chantiers, les bateaux chantiers que j'ai vus à Mourmansk, on peut les prendre pour des soucoupes volantes. J'ai même vu une grande gare qui venait juste d'atterrir. 9 fuseaux horaires, des colonnes, des hubelots, des bruits qui provenaient d'un autre monde. Des petits hommes gris en sortaient pour envahir la terre. J'ai vu tous ces décors de films qui prenaient l'eau. Le grand metteur en peur, Staline, a tourné le plus grand film jamais réalisé. Son studio mesurait des millions de kilomètres carrés. Et pourtant, on sent l'âme russe partout sur le territoire, y compris et surtout au milieu des ruines. Une âme comme une grande voile étoilée prête à prendre le large. Ça, c'est un très joli passage. Il n'y a rien à ajouter, tout est dit. Le grand metteur en scène et le grand metteur en peur, Staline,
c'est bien ça. Est-ce que vous connaissez cette phrase de Solzhenitsyn, je crois, qui dit la Russie n'a pas de frontières avec des voisins, elle n'a qu'une frontière, pas de frontière horizontale, elle n'a que des frontières horizontales avec le ciel. Très belle phrase, je l'ignorais, mais effectivement, c'est un peu ce qu'on peut ressentir en Russie. À travers les rencontres, un peuple fier, un peuple de résistants et qui savent vivre au milieu des ruines. Ouais. Et de la pauvreté. Oui, dans les zones rurales, la misère est assez grande et il est vrai qu'ils vivent une sorte de sainteté misérable. Oui, vous l'écrivez. Et ils sont prêts à vous accueillir. Absolument. Ils vous donnent leur matelas et ils vont dormir ailleurs. Oui, ça m'est arrivé. Ça, c'est sûr. Mais bon, je crois que ça change un peu. Ça évolue un peu en 10 ans. L'affreux Poutine, comme on dit dans la presse, a tout de même fait bien évoluer les choses. Et puis, bien sûr, vous retrouvez la mer en Courlande. Oui, la mer Blanche en Russie, oui. Et Courlande est aussi effectivement... Alors c'est un terrain plat, comment est la Courlande? J'en rêve, la Courlande, je ne sais pas pourquoi. La mer Blanche, oui, plutôt. Oui, enfin pas la mer est plate, mais les rivages de la mer Blanche. Les rivages de la mer Blanche sont assez saisissants, effectivement. On peut voir au loin des îles, et une de mes expériences assez... je dirais même métaphysique qui s'est produit sur place. En fait, j'ai vu au loin, au bord de l'eau, justement, sur le rivage, une petite église orthodoxe, une petite église en bois, avec un petit pont comme ça, passant au-dessus d'un ruisseau. Et c'est étonnant, je n'étais jamais allé en Russie, et pourtant j'ai reconnu cette église. J'étais bien sûr de l'avoir vue déjà. Alors, est-ce que j'ai rêvé? Eh bien non. C'était en fait le décor du film Ostrov de Pavel Lundin. Oui, donc, l'île. Qui s'appelle Ostrov, ce qui veut dire, en russe, Ostrov veut dire l'île. L'île, oui. Et donc je suis tombé sur l'église qui a servi au tournage. Et par hasard, en passant à bicyclette. Il faut dire aussi que toutes les églises orthodoxes ont une allure semblable. Hein. Il n'y a pas... Les architectes, quand ils construisent une église orthodoxe, ne s'amusent pas à faire valoir leur ego. Il y a des normes, il y a des indications. De même qu'une icône, on ne se met pas à peindre une icône comme ça, un jour de grand vent, non. Dessiner une icône, peindre une icône est un exercice religieux qui doit obéir à des règles. Il en est de même pour les églises. Ça, c'est tout à fait encore une différence entre la foi orthodoxe et nous autres pauvres catholiques, dont les architectes ont construit n'importe quoi, et des horreurs. Les nouvelles églises sont quand même pas des lieux fantastiques. Je peux dire que souvent à bicyclette, on voit briller au loin un phare lumineux, et en fait il s'agit d'une bulbe, un bulbe doré d'une église orthodoxe. Et c'est assez saisissant effectivement de voir au loin. Vous savez que la cathédrale orthodoxe de Paris, enfin l'église orthodoxe de Paris, au quai Branly, a eu toutes les peines du monde parce qu'ils ont voulu contrecarrer tous les projets, les premiers projets. Et les premiers projets étaient une cathédrale orthodoxe vraie, comme en Russie. C'est ça. Et la mairie de Paris, bien sûr, a fini par accepter seulement le projet moderniste. C'est-à-dire, toute la base de l'église, c'est une espèce de millefeuille, un parallépipède en millefeuille, hein, évidemment. Mais ils n'ont pas pu empêcher les bulbes d'or. Voilà. Et donc, quand vous passez sur la Seine, vous voyez ces bulbes qui rayonnent au soleil, et ce qui est magnifique. Mais c'est très intéressant parce que, en vous parlant, je comprends que les lois municipales et les esprits tordus ont imposé que la structure de l'Église ne soit pas celle des églises orthodoxes. C'est fou quand même. Oui. Vous imaginez la pression. Enfin, on vit dans un monde de dingue. C'est des gens assis dans un bureau qui décident
qui décide en ayant bien réfléchi que l'on ne doit pas construire une vraie cathédrale orthodoxe. Encore un exemple de planification dont nous parlions. Vous avez raison, absolument. Planifions la laideur. Il paraît qu'un vieux moine a raconté à Sandrard la légende de Novgorod. Vous la connaissez ? Alors, c'est un ouvrage de Sandrard oui. qui a une histoire assez rocambolesque, puisqu'on a retrouvé un exemplaire dans une bibliothèque en Russie. Mais ça reste un peu mystérieux. On ne sait pas vraiment qui a écrit. De toute façon, chez Sandrard, il ne faut jamais prendre les choses au pied de la lettre. Oui. C'est un trop poétique. Bourlingueur. D'ailleurs, c'est lui qui a fait rentrer dans le mot bourlinguer, le verbe bourlinguer dans le dictionnaire. Oui. Et on ne sait d'ailleurs pas exactement qui a écrit cette légende de Novgorod. Et on ne sait d'ailleurs même pas, il n'est pas certain qu'il ait pris le transsibérien. Et puis, de retour en France, vous connaissez l'anecdote, cher Anne ? Non. De retour en France, lorsque sa prose du transsibérien commençait un peu à être connue, oui. dans un certain cercle parisien, un journaliste lui a posé la question, mais est-ce que vous pouvez nous garantir que vous avez pris le transsibérien ? Et sa réponse est belle et juste. Il a dit, qu'est-ce que ça peut faire puisque je vous l'ai fait prendre à vous ? C'est très joli. Oui, c'est exact. Oui. Et si cette légende de Novgorod contenait la boîte noire de ce qui s'est passé et que les historiens ignorent ? Si elle contenait le plan de retour, ses bases inconscientes, la serrure de ce monde-ci dont le monde-là est la clé, la grande intrication des mondes dont la nostalgie en l'homme est l'indice. La Russie contient des distances archaïques que l'on ne compte pas en heures, mais en semaines de voyage. Un temple archaïque y est caché, gardé par des ours tueurs. Il y a aussi de la modernité dans l'air, des pluies acides et un briseur de glace atomique garé dans le port de Mourmansk. Que va chercher ce navire au milieu des icebergs, sinon le trésor enfoui de Golconde ? Un peu de cet or brille dans les yeux des filles russes. Leur regard provoquant est comme un train rempli d'or qui traverse les steppes. Visiblement, vous savez, et admirer les jeunes filles russes. Vous êtes... alors, pourquoi est-ce que vous avez écrit ces impossibles retours de voyage ? Le titre, puisque nous avons un retour de voyage. Oui, je ne voulais pas faire un énième récit de voyage, oui. ou intituler mon livre « Récit de voyage », qui est assez banal, mais je voulais faire aussi, c'est une interrogation sur les retours, et sur ce sentiment étrange que nous vivons au retour d'un voyage, notamment un voyage assez radical comme celui de la Russie. En fait, ce sentiment de suspension. On n'est pas complètement rentré, on n'est pas complètement arrivé. On est dans un sas là, qui dure quelques jours. Les voyageurs connaissent bien cela. Et je me suis rendu compte que c'est un peu ce que vit Ulysse dans l'Iliade et l'Odyssée, oui. enfin dans l'Odyssée. Puisque de retour à Ithaque, après 12 ans d'exil, après avoir subi la guerre de Troie, etc., et rencontré de multiples... Alors, il n'a pas rencontré des filles russes, mais il a rencontré des muses et des nymphes. Des sorcières. Et des sorcières. Et donc, et des nymphes, Calypso, Circé, etc. C'est vrai qu'au retour à Ithaque, il est aussi dans un état de suspension, et d'ailleurs, on ne le reconnaît pas. Sa propre épouse n'est pas complètement sûre que ce soit lui. Oui. Il n'y a que son chien qui le reconnaît, Argos, oui. qui jappe lorsque... et sa nourrice. Et sa nourrice aussi. Mais tout cela est à plusieurs niveaux de lecture. Oui. Et une des épreuves que subit Ulysse pour prouver son identité, eh bien, c'est le tir à l'arc. Oui. Il doit pouvoir bander l'arc et envoyer des flèches à travers 12 haches alignées. Et éliminer tous les prétendants aussi. après. Et j'ai eu l'impression que cette épreuve de l'arc et des flèches, c'était un peu l'épreuve de l'écriture, métaphoriquement. C'est joli. En tout cas, vous dites que Ulysse a retrouvé Andromaque, c'est-à-dire son âme. Ça, c'est une jolie comparaison. Pénélope. Pénélope.
On peut imaginer qu'effectivement, Ulysse et Pénélope sont les deux faces d'une même réalité et une traduction de ce qu'est le pèlerinage sur Terre. C'est-à-dire le moi personnel est à la recherche de son âme, mais on oublie aussi que l'âme est la recherche du moi. Donc c'est dans les deux sens. Et l'âme est fidèle, comme Pénélope. Elle est fidèle à son mari, elle l'attend avec patience, comme notre âme nous attend avec patience. La reddition, qui est un terme chrétien, lorsque la reddition se manifeste, l'âme, qui nous a en fait jamais quittés, se fait, comment dirais-je, se fait voir à nous, devient une réalité dans notre existence. Donc c'est la réunion de Ulysse et de Pénélope. C'est très joli. Je voudrais terminer sur une dernière image que j'ai beaucoup aimée. L'eau du canal semble regarder l'aquarelle nuageuse du ciel. Cette idée d'appeler le ciel une aquarelle, ça c'est une très très jolie idée. Alors, c'est le moment de dire où est-ce qu'on peut trouver cette jolie navigation. Alors, les téléspectateurs peuvent m'envoyer un courriel, c'est le plus simple. Oui. Je pense que l'adresse sera écrite sur... Frédéric Andreu, tout attaché, @yahoo.fr, entendu. Et ils peuvent aussi... Et les Brumes de Greningue sont éditées à l'Harmattan. Les Brumes de Greningue sont publiées à l'Harmattan. Il existe une librairie rue des Écoles à Paris. Voilà. Et ils peuvent aussi me rencontrer. Je serais très heureux de rencontrer les auditeurs qui se rendraient en région Alsace, à Weserlin, le 29 septembre. Donc dans le parc de Weserlin. Puis il faut signaler aussi que vous avez un très joli texte de David Mascret sur votre, Tout à fait. Sur votre livre. C'est une bonne idée de publier les réactions des vrais écrivains, en fait. Mais c'est à mon arrivée à Itac, je vois qui me reconnaît, qui ne me reconnaît pas. C'est un peu ça, l'idée. Exactement. Et Luc-Olivier Dalgange m'a fait l'honneur de m'écrire aussi un petit mot extrêmement... Luc-Olivier Dalgange qui va publier là, cet hiver, un livre sur, j'ai envie de dire, les tribulations de l'âme, notre âme occidentale qui est si attaquée de nos jours. Merci beaucoup Frédéric Andreu. Je rappelle votre livre, Ces impossibles retours de voyage, le Grand Est autrement. Et soyez vraiment remerciés parce que on passe un bonheur de lecture à vous lire et on approfondit sa propre âme. Et on ne regarde plus un ciel, on ne regarde plus un canal, une rivière, la pluie tombée sans penser à vos lignes. Merci beaucoup. Merci à vous, chère Anne. Chers amis de TV Liberté, à très vite.